Bonsoir, vous allez bien? Ça y est, la 8e édition touche à sa fin. Disons qu'on commence à voir le bout de cette magnifique aventure. On est vraiment très, très heureux du chemin parcouru, je dirais. Et puis, et là, voilà, c'est des rendez-vous comme on les aime, avec un très, très grand metteur en scène pour qui j'ai énormément d'admiration, Bertrand Bonello, qu'on peut applaudir. Et notre ami Stéphane Gobot, qui va faire la modération. Bon, je vais vous laisser, tout simplement. Merci de l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à cette rencontre qui précède la projection de La Bête, donc un film qui était en salle il y a exactement une année. En fait, je ne sais pas, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà vu à revenir ou beaucoup vont le découvrir? Ah, c'est bien. Donc on va en parler quand même. Donc voilà, de toute façon, sans spoiler forcément et tout, mais il y a pas mal de choses à aborder. En fait, donc, ce film était une adaptation, très libre adaptation de La Bête dans la jungle. Donc c'est un très court roman de Henry James qu'il avait publié en 1903. Ce roman faisait partie des livres. On a tous comme ça des livres qui nous accompagnent, qu'on a toujours derrière la tête. On y revient régulièrement. C'était un de ces livres un peu comme ça fétiche qui vous accompagne depuis longtemps. Et à un moment donné, c'était évident que vous alliez vous plonger dedans. Alors non, c'est en effet un livre que j'ai lu plusieurs fois, il est très court, il fait 50 pages, c'est une longue nouvelle qui m'a toujours très très ému, bouleversé, surpris, mais que j'ai jamais pensé adapter. Et quand j'ai commencé à réfléchir au film La Bête, j'avais pas vraiment d'idée, donc je me suis dit dans ces cas-là, je vais noter sur une feuille quels sont mes désirs, sans penser à des personnages, sans penser à une histoire, etc. Et par exemple, j'ai mis film contemporain ou film d'époque, les deux. J'ai mis mélanger les genres, j'ai mis ouverture en fond vert, j'ai mis personnage principal féminin, qui est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et j'ai mis, dans mélanger les genres, j'ai mis mélodrame. Et le mot mélodrame m'a immédiatement ramené à cette nouvelle, parce que je savais que je n'arriverais jamais à trouver un argument plus beau et plus bouleversant que celui qu'Henry James avait trouvé. Donc je l'ai relu en pensant cette fois-ci à une adaptation qui est à la fois très fidèle et très infidèle. Très fidèle dans le sens où vous allez voir la première très longue scène de fête en 1910 qui pose vraiment l'argument du film et celui du livre. La plupart des dialogues, et c'est pour ça qu'ils sont si beaux, sont de Henry James, et je suis très 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 fidèle à cet endroit-là. Et puis ensuite très infidèle avec l'envie d'exploser le livre à travers les époques, à travers le temps, en changeant de registre, en mélangeant les genres. Justement, il y a trois époques dans le film. 1910, vous en avez parlé. Il y a 2014 et 2044. Comment s'est fait justement cet agencement, ces choix de ces trois temporalités que vous mélangez après tout au long du film? Alors 1910, c'est venu je cherchais quelque chose. J'adore ce qui se passe entre 1900 et 1914. C'est une époque assez extraordinaire. On n'est pas encore rentré dans les ténèbres de la guerre. On sort du 19e, on se dit, on rentre dans un siècle qui ne sera que beauté, lumière. Il y a un esprit d'invention, de beauté, etc. Et j'ai choisi 1910 parce qu'à l'intérieur de ces quelques années, il y a ce qu'on a appelé la crue de Paris, la crue de 1910 que j'utilise dans le film. Donc c'est les eaux qui ont monté et où Paris ressemblait à Venise. Et donc je me suis servi pour le film. 2014, c'est parce que vous allez voir que cette partie s'ouvre avec des vidéos à l'iPhone qu'un personnage enregistre pour les poster sur des réseaux sociaux, qui sont ce qu'on appelle les vidéos d'un incel.
Et il y avait, je m'étais inspiré d'un vrai personnage qui s'appelle Elliot Rodger, qui a posté comme ça ce genre de vidéo et qui a ensuite, bon, contrairement à mon personnage, est allé tuer des femmes avant de se suicider. Mais j'avais été très marqué en 2014 quand j'avais vu ça et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Donc je suis resté fidèle à Los Angeles et à la date. Et 2044, qui est en fait la date, la période où se situe le film, et ben je voulais un futur très proche, qu'on puisse toucher du doigt. Enfin, 2044, c'est demain. C'est dans 19 ans. Il y a 19 ans, on était en 2006. Ça vous semble hier, il y a 2006. Donc voilà, un futur qui soit assez cohérent pour nous. Et dans lequel, parce que quand on parle de futur comme ça, on se dit ah, il y aura des voitures qui volent, machin. Bon, on voit bien que c'est pas ça. Dans 19 ans, ce bâtiment sera encore là. Hein, voilà. La ville n'aura peut-être pas tant changé que ça en termes d'architecture, mais les vrais changements, ils vont être autres, ils vont être comportementaux, ils vont être idéologiques. Donc voilà, c'était ma manière d'envisager une dystopie proche. Et justement, vous dites que c'est le présent du film, 2044, mais c'est vrai que nous, on se sent très proche justement de ce 2044-là. Il y a toute la question du rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle, évidemment. Donc c'est vrai que c'est des thèmes voilà, extrêmement contemporains. Oui, c'est de l'anticipation, mais en fait, quand on voit le film, on se dit que ça n'est pas tant que ça. Quand moi j'ai écrit le film, ça me semblait vraiment de l'anticipation. Il se trouve que le film a été montré pour la première fois en 2023 au Festival de Venise. Et 2023 a été une année très 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 marquée par les questionnements sur l'IA, de manière sociologique, politique, etc. Et quand j'ai montré le film à Venise, c'était en pleine grève hollywoodienne, énorme grève, hein, où Hollywood a été à l'arrêt pendant plusieurs mois. Et le cœur des négociations était vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie cinématographique. Donc ce film, qui pour moi était une dystopie lointaine, devenait assez contemporain en fait. C'est vrai, pour parler peut-être de votre rapport justement à la technologie ou à la modernité, par exemple en termes de musique, on y reviendra après, vous êtes musicien aussi, vous composez de la musique électronique, d'un autre côté vous avez une passion pour Schoenberg, vous avez tourné des films justement d'époque, des films extrêmement contemporains, là un peu ce film mélange tout. Quel est votre rapport justement à la modernité, à la technologie, à toutes ces avancées? Alors, modernité et technologie, c'est pas pareil, mais parlons de la technologie parce que c'est vraiment un des sujets du film, et dès 2014, hein. Puisqu'on a en 2014 deux personnages hyper connectés et en fait extrêmement seuls. Et en 2044, une époque où la technologie, l'IA, a pris le pouvoir. Mais la technologie, c'est un outil. Et un outil, tout dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire, avec un marteau, je peux très bien construire une étagère ou accrocher un tableau, mais je peux très bien fracasser le crâne de quelqu'un. C'est exactement le même outil, c'est comment moi je me situe par rapport à cet outil. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est là où on est vraiment perdu aujourd'hui, c'est que l'humain doit dominer son outil. Et aujourd'hui, nous sommes totalement dominés par l'outil. L'outil technologique, il nous domine à tous les endroits. Et déjà avec Internet, etc. Mais là, avec l'arrivée très, très, très massive de l'IA et ses progrès exponentiels, on va être de plus en plus dominé. Donc c'est plus ça, c'est quel est le rapport entre l'humain et la technologie. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la domine ou pas? C'est vrai que peut-être on peut explorer le thème. Voilà, le thème de cette édition, on le voit, c'est love, l'amour. Et c'est vrai que voilà, ce film est traversé par une opposition entre l'amour et la peur, ces deux sentiments qui peuvent être antinomiques et qui souvent sont finalement liés, la peur de la perte, l'absence, etc. Et aussi à l'heure justement de l'IA, on voit bien en 2044 par exemple le rapport que va avoir le personnage de Gabriel, incarné par Léa Seydoux, avec une femme qui est une IA en fait. Oui, alors ce qui est marrant avec cette femme IA, donc une espèce de poupée c'est que finalement, Léa Seydoux, enfin, l'humanité à ce moment-là, en 2044, est plutôt conduite à perdre ses sentiments, alors que l'IA devient tellement puissante qu'elle commence à gagner des sentiments, y compris du trouble, y compris des rêves, etc. Et donc elle devient quasiment plus humaine que les humains. Voilà, c'est un peu l'idée de ces deux personnages dans le futur.
Puis après, avec cette question que peut-être il faut se débarrasser justement de ses émotions, comme si on avait peur de nos émotions, se débarrasser de ses affects, se nettoyer l'ADN, en fait, littéralement. C'est ce qui est dit dans le film, comme si on devait finalement oublier tout ça pour redevenir une page vierge. Enfin. Bah, c'est-à-dire que les émotions sont-elles dangereuses? C'est un peu ça que le film traite. Hein. Alors évidemment, les émotions nous font agir d'une manière parfois non rationnelle. Et le concept que le film prend, c'est à un moment l'IA qui prend le pouvoir sur l'humanité en disant, bah voilà, vos émotions, que ce soit la colère, le narcissisme, etc., ont fait que vous n'avez plus su agir avec bon sens, alors que nous allons agir avec bon sens. Le problème, c'est qu'une vie sans émotion, ça n'est pas une vie non plus. C'est tout le dilemme qu'a Léa Seydoux, enfin son personnage, pendant tout le film. Doit-elle choisir une vie sans émotion, mais qui lui donnerait des responsabilités, parce que sans émotion, elle serait responsable, ou au contraire, avoir une vie sans responsabilité, mais avec un travail, comme il est dit, de useless, et pouvoir garder ses émotions. C'est un dilemme que je ne souhaite à personne. C'est vrai qu'en termes de... Enfin non, pour revenir sur vous parliez des outils notamment, si on parle de l'outil du cinéma, là aussi vous avez utilisé le 35 mm pour la partie en 1910 aussi, pour pouvoir travailler au sein d'un même film justement, image numérique, qui est, enfin voilà, le cinéma d'aujourd'hui est le 35, qui est encore entre guillemets peut-être le cinéma d'hier, puisqu'enfin voilà, aussi pour des raisons de coût, on tourne de moins en moins en pellicule. Oui, alors vous avez raison, et en même temps ça m'embête de dire que le 35 c'est hier et le numérique c'est aujourd'hui. Disons que pour la partie 1910, j'avais vraiment besoin d'une forme de sensualité. Dans les cheveux, dans les étoffes, dans les couleurs, sur les peaux, et que ça, malheureusement, le numérique ne la donne pas. Pour la partie 2014 et 2044, j'avais plus besoin de quelque chose de tranchant, de froid, et le numérique convenait beaucoup plus. C'est un peu comme ça que j'ai fait le choix, quoi. Et c'est vrai que ce côté voilà, très, justement très chaud, peut-être sensoriel dans la partie 1910, c'est vrai qu'il y a des images très saisissantes dans le film. Vous verrez notamment quand il y a la crue, justement la crue de Paris, avec une scène où vous opposez feu et eau au sein d'une usine de fabrication de poupées. Il y a d'autres moments qui sont très saisissants alors qu'il ne se passe quasiment rien. 2014, quand un personnage va dire, une femme qui apparaît par écran, interposer une voyante, va dire au personnage de Gabriel, attention, il y a quelqu'un derrière toi qu'on ne voit pas, et là, ça nous provoque quelque chose aussi de saisissant. Quand vous écrivez déjà, vous avez en tête l'impact visuel, émotionnel que le film aura peut-être sur le spectateur, ou vous vous débarrassez totalement de ça? Comment vous fonctionnez? Non, j'essaie de penser, en fait, comment je pourrais dire, j'essaie de ne pas écrire un scénario, j'essaie d'écrire un film. C'est-à-dire de penser un peu tout en même temps, évidemment le script en tant qu'objet script, mais de penser la musique, que comme c'est moi qui l'a fait, je la fais en même temps, mais aussi les cadrages, aussi en même temps je fais un mood board, je mets des photos, des couleurs. Donc oui, j'essaie de penser un peu tout en même temps et que le scénario ne soit pas juste des dialogues et des didascalies, qui est déjà à l'intérieur du script, en tout cas que moi je sois assez clair avec quel est le sentiment que je cherche et comment je vais essayer de le trouver. Donc là, les exemples que vous citez, par exemple sur la partie 2014, qui est quand même beaucoup Léa Seydoux toute seule dans une maison, et évidemment, dès le début de l'écriture de cette partie-là, je me suis dit comment je vais faire pour créer de l'attention avec un personnage tout seul. Donc ces questions-là, je me les pose très tôt. Oui. Et c'est vrai qu'il y a voilà, les émotions du film, il y a vraiment ce qu'on voit et ce qu'on ressent aussi parfois, on ne sait pas pourquoi on va ressentir certaines émotions. Il y a l'idée, vous défendez cette idée dans le cinéma très sensoriel, il y a finalement ça et c'est très frappant dans ce film. On ressent des choses assez profondes, ça résonne et finalement on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a une sensorialité vraiment du film, du récit. Alors j'essaye dans les films, alors celui-ci en particulier, parce que il est assez ample, il traverse des époques, on part, on revient, enfin c'est comme un voyage en fait, c'est une espèce de trip, un voyage. En effet, que quand on sort du film, on est parfois plus de questions que de réponses, que le film ouvre plus que ce qu'il ne ferme. Moi, je ne suis pas là pour donner des réponses, par ailleurs. En revanche, faire une espèce de voyage où on sort et puis on se dit, bon, j'ai de la matière à penser, à rêvasser pendant encore quelques temps. Donc ça passe évidemment plus par de la sensation que par de l'explication.
on avait parlé des trois temporalités, des trois genres, comme ça. Il y aura vraiment il y a le film d'époque, le film en costume, l'anticipation. Et dans la partie 2014, vous frottez au thriller, à ce sous-genre qu'est le slasher, ce genre très américain. Du coup, ces trois parties, vous les avez aussi essayé de les travailler différemment en termes d'image, de photographie. Vous avez essayé quand même, il y a cette cohérence, mais de faire un petit peu trois films, enfin trois approches différentes. Bah, la grande difficulté, c'était évidemment de ne pas faire trois films, mais d'en faire qu'un seul. Et de même pour les acteurs ou les actrices, c'est qu'ils n'aient pas trois personnages, mais qu'un seul. C'est-à-dire que la Léa Seydoux de 2044, c'est aussi l'accumulation de celle de 1910 et de 2014, y compris pour George McKay, qui est son partenaire. Donc voilà, qu'il n'y ait pas trois segments, mais que ça fasse un grand film de 2h20. Et voilà. Et à l'intérieur de ça, évidemment, chaque histoire a sa personnalité, son ancrage géographique, politique, et tout ça, il faut les installer. Donc évidemment, on s'est posé les questions bon, on a parlé de différences de caméra selon les besoins, mais aussi de format, par exemple. 2044 est tourné dans un format carré, et dès qu'on part dans le passé, 1910, 2014, on retrouve un format, ce qu'on appelle 1,85, donc plus classique en termes de cinéma. Comme si le présent était un peu plus étouffant et le passé, bah, c'était le spectacle. C'était un refuge du spectacle. Voilà, tout ça, ce sont des questions que je me suis posées assez tôt, en fait. Hein. C'est faire un seul film et en même temps que les trois périodes aient leur propre spécificité. Et du coup, vous avez tourné le film avec justement ces trois périodes différentes. J'imagine que c'est compliqué de faire des allers-retours entre les lieux, les décors, les costumes, etc. C'est vraiment justement les trois segments qui ont été tournés de manière autonome, si on veut bien. On a tourné, on n'a pas mélangé au tournage les périodes. C'était très compliqué avec les perruques, les machins. On a attaqué par 1910, puis on a fait 2044 et ensuite on a fait la partie à Los Angeles. Ouais. Et c'est vrai que le grand thème qui sous-tend le film comme le livre, c'est cette angoisse de quelque chose qui pourrait advenir, la peur de quelque chose qui peut-être adviendra, on ne sait pas exactement quoi. Et j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui résonne aussi avec votre cinéma, cette angoisse, une certaine gravité traverse plusieurs de vos films. C'est ça qui vous avait d'abord attiré dans le livre de Henry James. Mais l'argument de Henry James est génial, c'est tellement quelque chose, une catastrophe va arriver, personne ne sait quoi. Mais d'entrée, et le personnage, le lecteur, et j'espère le spectateur, est pris dans un truc, quelque chose va arriver. C'est formidable pour de la fiction, ça. C'est vrai que vous disiez 1910, on est cette période encore de lumière avant les ténèbres. Et d'ailleurs, il y a une exposition, il y a un artiste qui expose en art très sombre. Quand on va voir, on dit son art est aussi sombre que justement l'époque est lumineuse. Et là, on pense évidemment à aujourd'hui. On se dit qu'on a besoin maintenant parfois de films lumineux ou d'autres parce qu'on a une époque très sombre. Donc là aussi, il y a quand même cette résonance directe, une sorte d'effet miroir. Oui, après les artistes, ils préfigurent aussi un petit peu l'histoire. C'est vrai que Schoenberg est cité en 1910. Ça a été un des premiers grands pessimistes sur toute l'histoire de l'Allemagne. De même, l'artiste dont vous parlez, il y a une légère influence d'Egon Schiele pour les tableaux qu'on a faits, qui est un peintre extrêmement torturé. Justement, on pourrait parler du rapport à la musique. La musique est importante dans votre cinéma, elle l'est aussi également extrêmement dans ce film. Justement, comment vous travaillez la musique qui accompagnera le film? Vous accompagne dès l'écriture? Vous avez des choses en tête? Comment ça se passe? Oui, dès l'écriture. C'est-à-dire que quand j'écris une scène et que je sens que cette partie aura besoin de musique, j'arrête d'écrire. Je vais dans mon studio et je commence à chercher les textures, les couleurs, les instruments, les sonorités. Et après, je remonte écrire un peu. Enfin, c'est une espèce de ping-pong, en fait, entre le son et l'écrit. Et souvent, quand la version du scénario est terminée, je suis quand même très avancé sur la musique. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à la travailler, notamment pendant le montage. Mais la musique n'est pas juste un truc illustratif qui va venir en montage. C'est aussi quelque chose qui raconte quelque chose, qui est narratif, qui a une vertu comme un dialogue ou une didascalie. Il y a parfois finalement des musiques qui vous pensez qu'elles vont fonctionner quand vous voyez que vous la collez sur les images, justement, quelque chose ne fonctionne pas et vous devez rechercher autre chose. Comment ça se passe? Il y a toujours des allers-retours comme ça?
Ça peut arriver. Donc, ce qui peut arriver, c'est surtout que j'avais imaginé une scène sans musique et qu'en fait, je m'aperçois qu'au montage, j'ai besoin de quelque chose. Donc là, le soir, je travaille la musique pour le lendemain, quoi. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver qu'une musique ne marche pas. Et puis, ça peut arriver parfois. J'ai un souvenir, par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close. Donc, il y a un film qui se passe dans un bordel en 1900 à Paris. Et il y avait une scène de salon, donc avec des prostituées, des clients. Donc c'était une scène où beaucoup de gens parlaient, etc. Et en tournant, je n'arrivais pas à trouver le volume de voix. Enfin, soit il parlait trop fort et ça faisait un peu un cliché des films, comme on se sentait dans un cabaret, un peu ça, je voulais pas ça du tout. Soit il parlait trop faible et puis on aurait dit une église. Enfin, on est quand même dans un bordel. Et donc je suis rentré chez moi et je dis, j'arrive pas à trouver le son de la scène. Je trouve pas le son de la scène. Et pendant la nuit, je me suis dit, mais voilà, il faut trouver quelque chose de sensuel et de doux. Et j'ai pensé aux opiacés, j'ai pensé à l'opium, au volute, et j'ai pensé à quelque chose d'un peu, oui, d'un peu asiatique. Et du coup, j'ai fait une musique avec un violon chinois et que j'ai collé sur ces ambiances-là. Et tout d'un coup, il y avait, voilà, ça criait pas comme dans un cliché de film 1900. C'était doux, mais il y avait quand même de la sensualité. Donc parfois, c'est comme ça que je réfléchis, quoi. Et dans ce film, l'Apollonide, il y a aussi une magnifique utilisation de Night of White Satin, la chanson de The Moody Blues, qui parfois provoque en frottement, en décalage, amène le film ailleurs, le déplace en quelque sorte. Il y a aussi souvent ça qui est intéressant dans l'utilisation, voilà, des musiques préexistantes, donc pas le score composé pour le film, mais dans les musiques, de pouvoir emmener le film ailleurs grâce à une chanson qu'on connaît tous, qui est dans notre imaginaire. Oui, je ne me suis pas du tout posé la question de l'anachronie. Enfin, c'est une scène dans laquelle les prostituées viennent de perdre l'une des leurs à cause de la syphilis et elles dansent en sa mémoire. Et tout de suite, j'ai eu cette image des 12 filles qui dansaient avec ce son-là. Donc je ne me pose pas la question de l'anachronie. Pour moi, ce qui compte, c'est le sentiment que ça va provoquer à ce moment-là, chez elles, chez moi, etc. De toute manière, l'Apollonide, même s'il se passe en 1900, est et restera un film de 2011. Voilà, donc j'ai aucun problème à utiliser une musique de notre époque. Et là, pour l'utilisation comme ça de musique préexistante, comment vous fonctionnez? J'avais la chance une fois de parler avec Woody Allen qui me disait qu'il a sa collection de vinyles et qu'une fois qu'il a fini en film, qu'il est au montage, il va un peu sortir des musiques en disant tiens, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça. Comment vous fonctionnez là? Vous avez une sorte de votre playlist idéale et vous allez piocher dedans? Non, pas vraiment. J'ai évidemment énormément de disques chez moi, mais d'abord, moi, tous les morceaux existants qui sont dans un film sont toujours choisis pendant l'écriture du scénario. Ils sont dans le scénario, avec là où ça commence, là où ça se termine. Et ce que je cherche surtout, c'est de quelle musique la scène a besoin par rapport à un personnage, par rapport à une atmosphère. C'est pas tant mes goûts à moi. Bon, je mets plutôt des choses que j'aime, mais c'est de quoi la scène a besoin. Quelle est la musique qui va raconter ce que j'ai envie que ça raconte. Puis après, je pense, se pose quand même la question totalement triviale des droits. Obtenir les droits de la musique rêvée qu'on aimerait avoir, forcément. Oui, c'est quelque chose qui, évidemment, a beaucoup augmenté parce que le marché du disque s'est effondré et les maisons de disques font beaucoup sur la synchro. Globalement, si on est cohérent, on y arrive. Parfois, il y a quelqu'un qui demande vraiment beaucoup trop cher et on passe à autre chose. Parfois, il y a des droits, notamment sur certains trucs noirs américains où il y a beaucoup de hip-hop, etc., où il y a beaucoup de producteurs, on n'arrive pas à retrouver tous les droits, tout n'est pas clearé. Donc là, on n'y arrive pas. Où les producteurs, où ils sont souvent 7-8, ils sont souvent en procès les uns avec les autres. Mais bon, globalement, on y arrive. Mais c'est pour ça aussi que je m'y prends très tôt. Hein. Si jamais j'ai un problème, j'ai le temps de me retourner, quoi. Et il y a d'ailleurs dans le film La Bête une magnifique aussi utilisation de la chanson Evergreen de Roy Orbison, qu'on entend chanter à la fin par Roy Orbison. Mais au début, dans ces deux premières occurrences, c'est voilà, un télécrochet, mission américaine, avec des gens qui ne chantent pas forcément extrêmement bien, qui interprètent ces chansons, mais de par ces interprétations un peu à côté, ça amène aussi une émotion immense. Et il y a d'ailleurs, une fois, les larmes de Léa Seydoux qui sont assez puissantes. Et là aussi, vous amenez une sorte de décalage grâce à ça. Oui, en fait, on apprend que cette chanson a été importante dans une de ses vies antérieures. Elle ne le sait pas, mais son corps le ressent. Donc, aussi maladroit,
que soient les interprétations en karaoké, il y a quelque chose comme ça. Et puis en plus, moi je trouve que les chanteurs, même s'ils sont maladroits, ils sont vraiment très, très émouvants. Et après, la version de Roy Orbison pour finir. Ouais. Et vous avez également composé récemment la musique du film Planète B, un film d'anticipation d'Aude-Léa Rapin qui est sorti en décembre de l'année dernière. Là, du coup, qu'est-ce que ça fait de travailler sur les images de quelqu'un d'autre, voilà, qui est pas... On sent qu'il y a sûrement des similitudes avec voilà, tous les récits d'anticipation, on parle aussi de technologie et autres. Comment c'était cette expérience? Ben, en fait, moi je ne fais pas vraiment de musique pour les autres. Quand Aude-Léa m'a demandé... Bon, on est très amis, donc j'ai dit oui, d'accord, mais à une condition, c'est qu'on travaille de la même manière que quand je travaille pour moi, c'est-à-dire justement ne pas travailler sur tes images. Je veux travailler très, très, très en amont. Donc je lui ai fourni avant le montage, pendant le tournage d'ailleurs, beaucoup de choses, des fichiers. Elle m'appelait le dimanche, elle me disait j'ai écouté ça, c'est bien, ça j'aime pas, ça oui, ça peut-être, ça. Et tout d'un coup, le son du film s'est dessiné pendant le tournage. Donc elle a pu arriver au montage avec quand même pas mal de choses. Et après, on a affiné en ping-pong pendant la phase de montage. Mais en fait, j'ai travaillé avec elle comme j'ai travaillé avec moi. Et vous avez aussi justement publié voilà, des disques qui compilent les musiques que vous avez pu faire pour votre film. Pour vous, une bande originale, c'est quelque chose qui doit aussi fonctionner à part du film. Parce que c'est vrai qu'on connaît des musiques qui ne fonctionnent quasiment qu'avec les images. Enfin, écoutez, je sais pas, des bandes originales des fois de John Williams ou autre, ça fonctionne vraiment avec les images. On écoute Badalamenti, on a beaucoup parlé de David Lynch, sa musique existe en dehors. Pour vous, c'est quoi? Une bonne BO peut s'écouter aussi en dehors du film? Elle peut avoir sa propre vie en marge du film et des images? Oui, elle peut avoir sa propre vie. Après, je pense qu'une bonne musique de film n'est pas forcément une bonne musique. C'est-à-dire que parfois, une scène peut avoir besoin de 3 notes, un truc assez simple, etc. Et ça devient une bonne musique de film parce qu'elle est associée à quelque chose, elle arrive au moment où il faut. Mais dissocier de ça, c'est pas non plus quelque chose de fantastique. Une bonne musique de film, c'est aussi quelque chose qui fait que la musique est magnifiée par les images le sont par la musique. Il y a quelque chose qui se met à travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'écouter toute seule, mais il faut quand même penser d'abord à l'ensemble. Et il y a parfois une musique qui ne fonctionne pas, où vous réalisez tout à coup qu'une séquence, un moment, finalement, il n'y a pas besoin de musique, et vous enlevez la musique après coup, en disant qu'elle était presque inutile. Ça m'est arrivé une fois, je pense, sur 10 longs métrages, mais c'est assez rare, ça. Ouais. Si on parle de musicalité du film, le montage fait aussi beaucoup, évidemment, un montage sur la musicalité d'un film. Finalement, entre composer de la musique et monter en film, il y a des similitudes. Les séquences seraient des notes qu'on assemble. Oui, voilà, il y a des liens, c'est-à-dire qu'en fait, en montage, on peut dire on change de plan quand le rythme du plan s'est essoufflé, comme on peut changer de note quand la note s'est essoufflée, qu'on en a besoin d'une nouvelle. C'est vrai que moi j'ai une manière plutôt musicale de monter, plus que par rapport au sens des plans, c'est plus la musicalité du plan. Oui, je trouve que ce sont deux choses très, 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 très proches, en tout cas pour moi. Mais comme je viens de la musique, c'est vrai que je comprends mieux la musique qu'autre chose. Je fais de la musique vraiment beaucoup et très petit, et que j'ai une manière un peu musicale d'envisager le cinéma et le montage. Et vous partagez du coup cette idée qu'on entend souvent qu'il y a vraiment ces 3 phases d'écriture, l'écriture à proprement parler, le tournage et vraiment le montage qui est la 3e phase d'écriture. Il y a vraiment ces 3 étapes qui sont si importantes pour vous? Oui, c'est vrai. Après, je ne partage pas l'idée de Truffaut, par exemple, qui disait que le tournage allait contre l'écriture, le montage contre le tournage. Et le film que vous allez voir, qui a l'air assez complexe dans son montage, etc., en fait, c'est exactement le scénario. Il n'y a pas eu de trouvailles de structure, etc. Tout était vraiment écrit au scénario, y compris les scènes qui se répètent, y compris les split screens. En fait, tout est déjà écrit. Après, le montage sert à retrouver la structure, mais non plus avec des mots, avec des images. Donc, on repart à zéro, et finalement, on arrive au même endroit par un autre chemin, qui est celui d'avoir fait ça avec des images. Parlons un peu du casting de ce film et de votre rapport justement aux comédiens. C'est votre 3e film avec Léa Seydoux. Du coup, au moment où vous décidez de faire du personnage du livre d'Henry James, qui est un homme, une femme, Léa s'impose directement?
Oui, un peu pendant l'écriture, c'est-à-dire que bon, d'abord, ça fait longtemps avec Léa qu'on se dit qu'on aimerait bien faire un truc un peu plus gros. Elle a fait dans De la guerre, c'était un petit rôle, dans La Saint-Laurent, c'était un second rôle, là, voilà. Mais surtout, surtout en fait, je pense que Léa était la seule capable de faire ce film en France pour deux raisons. D'abord, elle est intemporelle pour moi. C'est que je crois à elle en 1910, je crois à elle en 14 et je crois à elle en 2044. Et pourtant, elle est très moderne et en même temps, elle traverse les âges assez gracieusement. Et la deuxième raison, c'est que c'est une actrice et une femme d'ailleurs qui est très mystérieuse. C'est très compliqué de savoir ce qu'elle pense. Et la caméra adore ce mystère. Il y a un endroit où elle est presque plus forte que la caméra. Justement, j'avais parlé de Léa Seydoux avec Arnaud Desplechin, qui l'a dirigé aussi à 2 reprises dans Tromperie et Roubaix, une lumière. Et il me disait qu'il voilà, y a chez Léa une curiosité, un appétit, une haute idée du cinéma dans son pouvoir de divertissement, mais aussi de profondeur psychologique. Il faisait le lien avec Catherine Deneuve en disant ces deux actrices ont toutes deux une ambition, non pas pour elles, mais pour le cinéma. Vraiment, elles sont au service du cinéma et non pas forcément de voilà, elle une carrière ou autre. Vous avez ressenti ça, vous ressentez ça avec elle? Je pense que j'ai pas le même rapport avec Léa que Arnaud. Mais en tout cas, je vois le lien avec Deneuve dans une manière dans le mystère justement, dans le fait de pouvoir être une sorte de page blanche sur laquelle on écrit son film, même dans l'addiction en fait. Et du coup, vous parlez beaucoup avec les comédiens, notamment avec elle, mais de manière générale, justement, de leur compréhension du personnage, de ce qu'ils ont retenu du scénario, de votre compréhension. Vous essayez justement de séparer un peu ça. C'est pas moi qui décide. Ouais. C'est-à-dire que tout dépend du comédien, du comédienne. Prenons La Bête. Léa est quelqu'un qui n'aime pas préparer. Je ne sais même pas si elle a vraiment lu le scénario, en fait. Elle aime pas savoir, elle aime pas réfléchir, elle aime pas voilà. Elle aime découvrir en faisant. Donc elle arrive le matin, elle me dit on fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai fait la scène 12. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Elle regarde les dialogues, machin. Et donc le travail de direction d'acteur, il se fait énormément sur l'instant. Je lui dis les 4-5 trucs qui me semblent importants. Clap, moteur, ça va pas. Les 3 mots qui fait que, l'attaque, et elle se jette dedans, et puis ça finit par aller, parce que c'est sa méthode. Et ça finit par aller très bien. George McKay, à l'opposé, en bon anglo-saxon, est quelqu'un qui veut se surpréparer. Donc 3 mois avant le tournage, il m'envoyait des très 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 longs mails en me disant mais scène 14, je rentre dans la pièce, je dis ça, mais est-ce que je le pense vraiment? De quelle manière je rentre vite, pas vite, je vais à droite, je vais à gauche. Bon. Donc moi je suis là pour ça. Je suis là pour répondre aux besoins de Léa qui sont de découvrir les choses en les faisant, mais je suis là aussi pour répondre aux besoins de George qui est de tout comprendre. Et après il est parti s'isoler, et il a travaillé et puis il est arrivé. C'est vrai que George avait très 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 peu de remarques sur le plateau parce que on avait déjà discuté, et après avoir discuté, il a travaillé. Léa, elle a besoin de quelque chose de plus instinctif. Instinctif, mais la dernière fois que je l'avais interviewée, elle me disait que tous mes rôles parlent d'une certaine manière de moi. Je trouve absurde l'idée de convoquer un personnage qui serait totalement éloigné de moi. Donc voilà, je pense qu'il y a ces résonances entre ce qu'on trouvait dans le personnage. Enfin, j'avais l'impression à l'entendre que c'est pas que des rôles de composition qu'elle a ce côté. Oui, non, clairement. Et par exemple, c'est intéressant sur La Bête parce que comme elle joue 3 personnages, et George McKay aussi. George, il y a vraiment 3 personnages différents. Alors que elle, c'est un peu le même qui traverse le temps. C'est pas quelque chose que j'ai forcément demandé, hein. C'est fait comme ça. Et quand j'ai vu que ça se faisait comme ça, je l'ai un peu accentué. Mais, ça répond un peu à ce que vous dites. Sa première apparition est très frappante, elle est assez douce puisqu'elle est les fameux green screen, les fonds verts sur lesquels on peut incruster après des effets spéciaux. On entend la voix dans
dans cinéaste, dans metteur en scène qui la dirige. On ne sait pas voilà, si c'est dans le film, si c'est vous, si on est dans un making-of où on est, là vous déplacez aussi. Et il y a aussi cette idée finalement qu'on dit parfois que tout film est finalement un documentaire sur son actrice, sur son acteur principal. Isabelle Huppert défend cette idée. Il y a aussi ça, on est en train de voir un petit peu, voilà, aussi en film sur Léa Seydoux, au-delà de son personnage. Oui, alors la scène d'introduction, pour moi, elle avait 3 vertus. C'est la première que j'ai écrite et je savais en l'écrivant que je la garderais. Donc c'est une scène sur fond vert avec Léa Seydoux toute seule, qui est en 2 parties. Une partie où c'est moi, en effet, qui la dirige un peu et une partie où une scène se met en route. Elle avait 3 vertus. La première, c'est que pour tous les spectateurs du monde entier, le fond vert est associé à une forme de virtualité. Donc ça dit quand même très vite, il va y avoir de la virtualité dans le film. Tout ne sera pas réel. La deuxième, en effet, c'est pendant 3 minutes, je sais pas, enfin, Léa toute seule. C'est une manière de dire, le sujet de mon film, c'est Gabriel, le personnage, mais c'est aussi Léa Seydoux. Ça vraiment, ça la cloue au mur presque, comme un insecte qu'on va étudier. Bon, et la troisième, c'est vrai que juste après, on rentre dans cette scène en 1910, mais juste avant, on aura eu une espèce de simulation de slasher d'horreur, et on rentre pas de la même manière. On rentre avec l'idée comme ça d'une bête, d'une terreur, d'un cri. On rentre pas dans le film. Si on était rentré dans le film directement en 1910, je pense qu'on n'aurait pas eu la même tension. Et vous parliez de George Mackay précédemment. Au début, vous aviez décidé de réunir à nouveau Léa Seydoux et Gaspard Ulliel, que vous avez dirigé tous les deux dans Saint-Laurent. Gaspard Ulliel décédé tragiquement il y a 3 ans. Du coup, vous avez retravaillé l'écriture à ce moment-là, quand il y a voilà, un changement d'acteur et tout. Le scénario a finalement évolué, changé? Non, en fait, quand Gaspard est mort, on devait tourner 3-4 semaines plus tard. J'ai décidé de quand même faire le film, évidemment de le retarder, et de ne pas remplacer Gaspard par un acteur français. Pour pas qu'il y ait de comparaison, pour pas qu'on se dise, mais même pour l'acteur, ça aurait été difficile. Donc de chercher un acteur anglophone. Mais je n'ai rien retouché au scénario. La seule chose, c'est que la partie en 1910 est devenue un peu bilingue. C'est-à-dire que le britannique passe du français à l'anglais et la française du français à l'anglais. Comme ça peut arriver quand 2 personnes qui ne sont pas de la même nationalité parlent, on passe d'une langue à l'autre comme ça. Donc ça fait un petit jeu de séduction linguistique que je trouvais bien. Ça, c'était pas dans la version avant où c'était tout en français. Mais sinon, j'ai pas changé une ligne de dialogue. Ouais. Mais c'est vrai qu'il amène une autre musicalité finalement, justement avec cet accent. Quand il parle français avec son accent, on parlait de musique du rapport, et il amène une musicalité supplémentaire au film à travers son accent finalement. Oui, oui, le passage d'une langue à l'autre aussi amène un jeu de séduction et oui, en effet, une musique. Ouais. Vous partagez cette idée quand on parle toujours voilà, de direction d'acteur, et beaucoup de cinéastes disent finalement il n'y a pas de direction d'acteur, ça se joue au casting, il s'agit de trouver la bonne personne qui va rentrer dans la peau du personnage. Vous partagez cette idée que c'est finalement au casting que ça se joue vraiment? Bon, si on se trompe au casting, on est très très mal barré. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Sinon, alors moi, évidemment, il y a 2 sortes de casting. Hein. Moi, j'ai fait des films avec des gens très connus, j'ai fait beaucoup de films avec des inconnus. On caste pas de la même manière et on dirige pas évidemment de la même manière. Mais la direction... Là où je peux comprendre, c'est que si une scène est très bien écrite et que l'acteur ou l'actrice sont très bien choisis, il y a 75% du travail qui est fait, mais il en reste 25%. Voilà. À l'écriture déjà, vous savez justement, voilà, là il y aura justement, enfin on parlait de écrire pour Léa Seydoux, vous avez déjà les choses en tête, vous savez que là vous prendrez des acteurs amateurs, ce qui était le cas parfois, enfin des non professionnels, en tout cas comment dès l'écriture c'est assez évident de comment le casting sera fait, vous essayez quand même d'oublier un peu ça. Non, c'est les projets qui appellent, là où j'ai travaillé avec des non professionnels, beaucoup, bon j'ai fait des mélanges, mais la Polonie, voilà, Nocturama est un film où il y a quasiment pas de professionnels. Zombie Child, qui est avec des filles de 16 ans, pareil, mais ce sont les projets qui appellent ça. Quand je commence à écrire La Bête, pour des personnages qui ont entre 30 et 40,
je vois le genre de personnage qu'il faut. Il y a quelque chose de presque plus aussi classique, etc. Donc je sais que j'ai besoin d'acteurs confirmés. Et c'est vrai, quand on voit nous en tant que spectateurs et spectatrices des acteurs, actrices, on renvoie toujours à la mythologie. Il y en a certains, c'est maintenant le cas de Léa Seydoux. On pense à d'autres films, d'autres choses. Par exemple, quand pour vos deuxième film, Le Pornographe, vous travaillez avec Jean-Pierre Léaud, Oui. il y a aussi l'idée de convoquer voilà, la mythologie de Jean-Pierre Léaud, son phrasé très spécial, les références à la nouvelle vague. Vous avez aussi ça, quand vous castez, vous connaissez quand même la mythologie et vous faites appel aussi à ça. Oui, alors dans le cas d'un acteur comme Jean-Pierre, évidemment, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec toute une histoire du cinéma. Mais d'ailleurs, Le Pornographe est un film qui raconte l'histoire d'un réalisateur pornographique, donc un cinéaste un peu marginal, on va dire. Et les 3 premières personnes à qui j'avais demandé de jouer ce rôle, la première, c'était Philippe Garrel, la deuxième, c'est Jean-Luc Godard, et la troisième, c'est Maurice Pialat. Bon, les 3 m'ont dit non. Donc je dis alors, il faut arrêter, je vais prendre un vrai acteur. Et Jean-Pierre m'est apparu. Mais c'était pas du tout par rapport à la Nouvelle Vague, c'était par rapport à... c'est un film sur lequel il y a une scène de 14 pages de dialogue qui est parfois un peu crue. Et je savais que Jean-Pierre était capable, probablement le seul capable, de mettre de la poésie presque dans cette crudité. Je pensais plus au Jean-Pierre Léaud de La Maman et la Putain que de celui de Truffaut, par exemple. Reste que quand il arrive sur le plateau, moi j'étais un jeune cinéaste à l'époque, hein, et on voit arriver quelqu'un qui a travaillé avec Godard, Truffaut, Eustache, Pasolini, Kaurismäki. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc j'en ai parlé avec lui très tôt. Je dis il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous appartienne. Donc moi j'ai proposé peut-être le premier rôle un peu vieillissant. On va essayer de chercher autre chose, trouver autre chose, pas juste le pétillement dont on avait l'habitude. Vous disiez que vous devez un peu voilà, vous adapter aux différents acteurs, avec l'exemple de Georges Michael et assez doux. Globalement, sur un plateau, justement, vous travaillez comment avec les Gautiens? Vous êtes adepte de cette... il y en a voilà, la magie de la première scène, de la deuxième. Vous vous adaptez, vous tournez généralement beaucoup de prises? Non, je tourne peu de prises. Je tourne peu de prises. Globalement, sur une moyenne, je dois dire que je dois être à 3, quoi, peut-être 3, 4. Sauf s'il y a des prises techniquement très très complexes. C'est vrai que je peux faire des fois des mouvements de caméra assez complexes à la Steadicam. Donc là, on arrive à 10. Mais sinon, pas trop, non. Et vous travaillez avec des lectures, des répétitions pour voir l'alchimie entre les comédiens ou pas? C'est vraiment ce qui se passera sur le moment du tournage. Je fais pas de répétition, ça c'est certain. Je peux faire une lecture pour être certain qu'ils sont à l'aise avec les mots, qu'ils ont les mots, comme on dit, un peu, ils arrivent à avoir les mots en bouche. Comme ça, s'il y a des corrections à faire, on les fait à la table, on les fait pas sur le plateau, on gagne du temps. Qui sont à l'aise avec les tournures de phrases. C'est pas tellement pour changer vraiment des choses, c'est pour être sûr, on dit les choses à haute voix, on les répète pas, c'est juste on coule le texte dans le béton en fait, voilà. Beaucoup de vos films justement sont très marquants aussi. On parlait dans leur approche esthétique et tout, dans voilà la mythologie qui dégage, que ce soit Saint-Laurent, l'Apollonie, justement Zombie Child ou d'autres choses. Vous fonctionnez aussi à la base avec il y a la musique que vous amenez, mais aussi en termes d'image, il y a des réalisateurs qui font des sortes de scrapbooks, qui découpent des photos, des choses, des tonalités pour pouvoir travailler ça peut-être avec le chef opérateur. Avant chaque film, vous avez comme ça, vous construisez un peu l'esthétique du film en vous inspirant de choses, ça peut être de photographies, de tableaux, là vous parliez de Chile. Je travaille très tôt une sorte de mood board en parallèle avec le script, qui peut aller de la peinture à la photographie, pas tellement le cinéma d'ailleurs, je mets pas tellement de photos de films, etc. Mais pour soit des histoires de couleurs, de cadrage, de décors, et c'est un document qui circule entre chef déco, chef costumier, chef opérateur, voilà, pour qu'on ait à peu près tous, et que chacun affine aussi. En disant tiens en fait pour la scène 43 j'ai vu ça, ce serait pas mal, qu'est-ce que tu en penses, et on rajoute quoi. Ouais.
La Bête est votre dixième long métrage. Vous aviez publié en 2014 un livre en marge d'une expo à Beaubourg, Film Fantôme, voilà, qui parlait de 3 projets qui n'avaient pas été réalisés. C'est finalement comme là où dans le film on doit se débarrasser de nos affects, de nos émotions. C'était un moyen, voilà, de finalement laisser partir, laisser vivre ces films fantômes qui nous hantent peut-être parce qu'on n'a pas pu les faire. Et puis non, voilà, mais c'est tout à fait oublier. ça. Hein. Évidemment, tous les cinéastes du monde ont des films qu'ils n'ont pas fait. C'est comme ça. Et en fait, quand on fait on fait un film parce qu'on a une idée, on arrive peut-être à le faire parce qu'on est obsessionnel avec cette idée. Et quand on fait le film, eh ben, on se débarrasse de cette idée, ce qui permet d'en accueillir une autre. Mais quand on ne fait pas le film, on les ressasse. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça des fantômes, c'est qu'elles viennent vous visiter. Donc parfois, on peut découper des choses et les réinjecter dans d'autres projets. Mais quand j'ai fait ce bouquin, c'est vrai que c'était une manière de me dire, bah voilà, bah, ça existe d'une autre manière en termes de publication de scénarios. Mais depuis 2014, j'ai aussi eu d'autres projets que j'ai écrits et pas faits. Heureusement, il n'y en a pas 15, hein, mais ça fait partie des choses qui nous encombrent un peu. Et justement, il y a souvent différents projets en parallèle quand même sur lesquels vous travaillez, parce qu'on ne sait jamais le financement. Il y a aussi ça, cette question totalement triviale où on va obtenir des fonds, du financement, des aides à l'écriture, etc. Donc il faut avoir plusieurs. C'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai beaucoup de collègues qui font ça. Ils ont 2, 3 projets. Moi, je ne le fais pas parce que c'est vrai que je suis quand même de nature assez obsessionnelle. Donc, quand je travaille sur quelque chose, je travaille à cette chose-là et à ce que cette chose-là éventuellement se fasse. Là, pour la première fois, mais je travaille sur 2 films avec des économies extrêmement différentes, parce qu'il y a un film à 300 000 € et un film à 15 millions. Mais c'est presque, j'y arrive parce que les économies sont tellement différentes que c'est pas du tout la même manière de penser. Et on a parlé beaucoup, voilà, de votre rapport et de notre rapport de spectateur à vos films. Vous êtes quel genre de spectateur finalement? Qu'est-ce que vous cherchez au cinéma en tant que spectateur? Alors, je suis un assez bon spectateur. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout le genre de spectateur qui dit oh, mais ça, j'avais compris dès le début, etc. Moi, je me fais avoir. Voilà, je suis un bon spectateur. Après, je cherche quand même à ce qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une forme de voyage cinématographique. Hein. C'est-à-dire un film qui ne questionne jamais la forme. Là, c'est vrai que je ressors, enfin je me dis je pourrais plus regarder chez moi. Enfin c'est l'idée d'aller au cinéma pour être si peu pas bousculé, mais enfin questionné. Enfin, voilà. J'aime bien les films qui, quand je rentre dans la salle, je sais à peu près où je suis, puis quand j'en sors un peu moins. Voilà, qui fabriquent cette espèce de déplacement. Après, j'ai aucune hiérarchie sur film commercial, film ardu, film chinois. Enfin, tout m'intéresse à partir du moment où il y a quand même une proposition et un sentiment et que je me sente pas non plus que c'est un film qui suit les dictates de l'époque sur un discours, etc. J'en ai pas besoin de ça. Voilà, c'est la voie singulière qu'on cherche. Et il y a cette très belle phrase d'ailleurs dans le film très personnel où je reviens des Pléchins qui s'appelle Spectateur, où il réfléchit sur la relation spectateur. Il y a cette belle phrase, le cinéma aide à mieux vivre. Il y a un peu cette idée que parfois voilà, le cinéma nous aide à vivre, à appréhender nos émotions, notre vie. C'est le cas avec ce film et le monde qui nous entoure. Ouais, en tout cas, moi, oui, là, Arnaud, en fait, il ne fait qu'il recite un peu François Truffaut. C'est-à-dire, la vie est un film mal réalisé. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses par le cinéma. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses sur l'amour, par exemple, sur l'amitié. Je pense que je connais mieux l'Iran par le cinéma de Kiarostami que si j'avais pris un billet d'avion et que je sois allé à Téhéran, parce que j'aurais pas su où aller à Téhéran. Mais lui, il me dit quoi regarder. Donc le cinéma m'a appris énormément de choses. En plus, j'ai pas fait d'études, etc. Donc j'apprends plein de trucs. Donc apprendre aide à mieux vivre, oui. Et justement, voilà, le cinéma, vous l'avez aussi appris en étant spectateur. Il y a justement toute cette génération, on parlait de la nouvelle vague, qui ont appris le cinéma en écrivant sur le cinéma, en le théorisant, en allant beaucoup à la cinémathèque, dans les cinémas de quartier. Vous avez appris beaucoup justement sur le cinéma et sa fabrication comme cinéphile. Oui, moi j'ai pas fait d'école et j'ai jamais été assistant et j'ai démarré tardivement parce que mon premier métier c'était la musique. Mais vers 24-25 ans, quand j'ai décidé de bifurquer vers le cinéma,
Évidemment, je ne connaissais rien. Donc j'ai appris et j'ai commencé à voir beaucoup de films. Donc j'ai appris en regardant. J'ai beaucoup appris par la critique. C'est-à-dire que quand il y avait un critique que je trouvais pas mal, qui disait mais ce film-là est très bien, que je trouvais nul, j'essayais de comprendre pourquoi, ou vice-versa. J'ai beaucoup appris par les entretiens de cinéastes qui parlaient de leur travail, etc. Les entretiens de chefs opérateurs qui sont vraiment passionnants, parce qu'ils sont parfois même beaucoup moins théoriques que ceux d'un cinéaste. Donc voilà, oui, j'ai appris comme ça. Voilà. Et vous apprenez parfois des choses sur vous-même et sur vos films en parlant justement après, quand les films vous échappent et qu'ils appartiennent au public, aux spectateurs, aux spectatrices, et que vous avez des retours, vous apprenez parfois des choses comme ça que vous n'aviez pas conscientisé peut-être. Bien sûr, moi il y a des films, je dis souvent, quand on a fini un film, on n'en a pas fini avec le film. C'est souvent parce qu'on me pose des questions que je suis obligé de trouver des réponses, que je trouve quelque chose, ou qu'un journaliste ou un spectateur me dit « mais pour moi, votre film, c'est ça, etc. » Je dis « j'avais pas pensé. » Donc évidemment, on apprend, surtout sur ce que je disais tout à l'heure, que j'essaie de faire des films un peu ouverts. Et ce que j'aime beaucoup avec un film comme La Bête, moi j'ai fait je sais pas combien en 1 an et demi de débats, etc., c'est que c'est un film où j'entendais dans ce qu'on appelle les Q&A, la question-rencontre, les gens se l'appropriaient de manière extrêmement différente, très personnelle. Il y en a qui me disaient pour moi l'histoire c'est ça. Je dis très bien. Il y en a qui disaient non, l'histoire c'est ça. Mais je trouve ça très bien. Donc, et moi en fait j'apprends en fait de ce que pourrait être le film, de ce qu'il est en fait, oui. C'est vrai, on parlait de la technologie, le rapport à ça, et la fin du film. Enfin, souvent, on dit aux spectateurs de laisser leur téléphone portable dans leur poche, et voilà la fin du film. Vous, alors, ce sera peut-être la surprise pour certains, mais vous convoquez ça, vous convoquez le téléphone comme outil peut-être pour poursuivre le film. Je trouve que la fin du film, les dernières scènes sont en 2044. Et je trouve que cette manière de mettre le générique va très bien avec le film. Un générique, c'est une partie du film aussi. Il fait partie du film, voilà. Donc vous verrez, vous aurez besoin de vos téléphones portables à la fin du film. Avant qu'on lance le film, est-ce que quelqu'un aurait quand même une question? Vous n'avez peut-être pas vu le film et tout, mais peut-être plus général sur le cinéma de Bertrand Bonello, ou on lance le film, effectivement? Je pense qu'on va aller sur le film. Voilà, c'était votre dernier film. Juste pour terminer, c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui fonctionnent parfois, qui disent je fonctionne en opposition, un film après l'autre. Le film que je vais faire est en réaction, en opposition au film précédent. Vous fonctionnez comment? Qu'est-ce qu'on découvrira après La Bête? Alors, c'est vrai qu'on a envie, après un film, parce qu'un film c'est long, c'est, je sais pas, 3 ans de sa vie, de partir ailleurs, etc. Quitte à refaire la même chose, hein, mais il y a quand même ce désir-là. Là, j'ai beaucoup entendu sur La Bête, au travers de plein de pays du monde, beaucoup de journalistes qui m'ont dit que c'était un film somme, que c'est un film qui rassemblait presque les 9 premiers films. Et là, donc, je me dis, bon, alors là, c'est vraiment une page qui se tourne, il faut vraiment partir ailleurs. Donc, c'est ce que je pense à ça, quoi. Oui. Voilà, merci beaucoup pour cet échange, Bertrand Merci Bonello. à vous. Et puis, bon voyage dans ce film, La Bête. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne projection.